Et vous écoutez Bretagne 5, il est 8h22. Notre invité est arrivé, Laurence Dufaux, membre du Conseil national du Parti socialiste, première secrétaire du PS d'Ille-et-Vilaine. Voilà, ça y est, le GPS a enfin donné la bonne adresse. Bonjour et désolé pour mon retard. Voilà, bonjour et bienvenue sur Bretagne 5 pour cette interview de la matinale. Interview qui démarre un peu sur les chapeaux de roue ce matin. Est-ce que le PS en sera? Alors on sera de cette réunion que le Premier ministre François Bayrou a organisée à 14h cet après-midi. Réunion qui va réunir, c'est le cas de le dire, les différentes forces politiques à l'exception du Rassemblement national et de LFI. Est-ce que finalement les socialistes vont aller à la rencontre de François Bayrou? Écoutez, les socialistes, depuis le vote de la motion de censure, ont eu à cœur de trouver une voie pour et un débouché pour le pays, et donc nous sommes dans un état d'esprit constructif. Qui dit état d'esprit constructif dit aussi que nous mettons un certain nombre de conditions pour permettre effectivement qu'il y ait un accord de non-censure avec le futur gouvernement auquel nous ne participerons pas, puisque nous avons clairement dit que nous serons dans l'opposition et qu'aucun socialiste ne participera à ce gouvernement. Mais il est important pour nous effectivement que la France puisse se douter d'un nouveau budget pour 2025 et qu'on puisse trouver les voies du dialogue au sein de l'Assemblée nationale. Donc voilà ce que nous essayons de construire aujourd'hui avec cet accord de non-censure qui est assorti d'un certain nombre de conditions. Les fameuses lignes rouges. Fameuses lignes rouges. Quelles sont-elles? On va peut-être pas toutes les détailler, mais ces lignes rouges, est-ce qu'il y en a une en particulier qui ferait que le Parti socialiste, par exemple, changeait d'avis et dise bon, finalement, nous, on censure parce que c'est pas tenable? Cette ligne rouge, elle est claire. Ça n'est pas pour continuer la politique qui a été menée précédemment et qui a amené à la censure du gouvernement Barnier. Donc, les lignes rouges sont posées. Nous sommes évidemment pour qu'il y ait une résorption de la dette du pays, ces 60 milliards dans lesquels nous ont conduit Emmanuel Macron et ses précédents gouvernements. Il faut qu'on se sorte de cet endettement qui est quand même très important de 6%. Mais nous le disons, ça ne doit pas se faire sur le dos des contribuables français, et qu'aujourd'hui, effectivement, les cadeaux qui ont été faits aux plus riches, aux entreprises, mais aussi aux contribuables par Emmanuel Macron depuis 2017, aujourd'hui, ils doivent, eux, contribuer au redressement de la France. Et donc, nous attendons en matière fiscale, dans la construction budgétaire, des réorientations, et non pas que les 2/3, finalement, de ces économies pèsent sur les contribuables. Nous avons clairement dit qu'il était hors de question pour nous qu'il y ait une nouvelle loi immigration, parce qu'il est hors de question que ce gouvernement se remette dans les mains du Rassemblement national. Et nous l'avons dit, il faut une avancée de ce gouvernement sur les retraites. Nous avons posé une proposition qui est celle de la suspension de la loi actuelle et qui est l'ouverture d'une conférence pour le financement de la future loi retraite. Alors, sur la loi immigration, on a entendu avec les événements de Mayotte, Bruno Retailleau, le ministre démissionnaire de l'Intérieur, dire qu'il allait falloir penser à la suite, c'est-à-dire ces problèmes d'immigration à Mayotte. Est-ce que c'est déjà la porte, j'allais presque dire entrouverte à une nouvelle loi ou une loi qui serait remaniée? Écoutez, on voit l'obsession de Bruno Retailleau depuis qu'il est arrivé au gouvernement Barnier, mais même depuis qu'il était présent au Sénat. Nous le disons, ça n'est pas la priorité, et c'est indigne de poser au regard de l'état de détresse du département de Mayotte ces questions actuellement. On voit ce que ça a donné. Je rappelle qu'à Mayotte, il y a eu une grande opération de destruction des bidonvilles qui devait régler le problème de l'immigration. Le problème de l'immigration est toujours présent. On sait pourquoi ce problème d'immigration il est présent entre les relations entre les Comores et Mayotte, le fait qu'effectivement il n'y a pas aujourd'hui de relation dans les coopérations entre l'État français et les Comores, et que cette question-là doit être posée. Le
fait aujourd'hui de ce qui est arrivé est quand même aussi la cause de la grande pauvreté dans lequel on laisse des territoires comme les Comores, territoires qui ont appartenu à la France et vis-à-vis desquels la France doit avoir aussi une solidarité accrue. Il faut renforcer finalement la coopération entre les Comores. Alors on sait que diplomatiquement c'est compliqué entre la France et les Comores. Il faut renforcer cette coopération et essayer de faire en sorte justement qu'il y ait moins d'immigration entre les Comores et Mayotte, justement pour rééquilibrer, pour éviter cette détresse terrible. Ah bah tout à fait, hein. C'est ce que je disais, ça ne peut être que la seule voie. On va pas mettre des bateaux à sillonner lançant autour de Mayotte pour empêcher l'immigration. Et même, on le sait, quand on a renforcé, ça n'a pas empêché l'immigration. Donc la voie est bien celle de la coopération entre la France et les Comores. Alors, on a eu cette polémique. Je reviens un petit peu à l'actualité un peu plus franco-française et en métropole avec ce nouveau Premier ministre qui s'exprime depuis Pau, qui n'a pas, en tout cas, ça n'a pas été perçu comme vraiment intéressé. Il ne s'est pas forcément intéressé à Mayotte. Enfin, ça a été perçu en tant que tel parce qu'il était à Pau, en disant voilà, il faut renforcer la possibilité d'avoir plusieurs mandats, le fameux cumul des mandats qui revient sur le devant de la scène. Est-ce que le timing était mal choisi? Est-ce que c'était le mauvais moment? Est-ce que le Premier ministre aurait dû rester à Paris et s'occuper évidemment de ce qui se passait à Mayotte? Bah, effectivement, ça nous pose deux questions. D'abord, pourquoi ce Premier ministre en pleine crise décide que sa priorité est d'aller à Pau présider le conseil municipal? C'est quand même assez interloquant comme choix. Et le deuxième, c'est ce cumul dans lequel il veut s'installer. Comment peut-on croire qu'on puisse être maire d'une ville importante comme Pau, mais même de n'importe quelle ville aujourd'hui, et Premier ministre de la France. Un Premier ministre, ça doit se consacrer à sa tâche à 100%. Et cette loi sur les cumuls elle a été faite pour ça, pour que effectivement les personnes puissent rester ancrées dans les territoires. Parce que je rappelle que François Bayrou peut décider d'être conseiller municipal demain de Pau, ça ne pose aucun problème, tout en étant Premier ministre. Mais être premier magistrat de sa commune, ça engage, et on sait très bien que ça va être son premier adjoint qui va jouer finalement ce rôle de maire de Pau et qui n'aura pas l'indemnité du maire de Pau. Donc c'est vraiment déplorable et je pense que ça n'est pas à la hauteur de ce que aujourd'hui les Françaises et les Français attendent. En tout cas, les Françaises et Français s'expriment très souvent sur les réseaux sociaux. Souvent, on entend justement, ça revient assez souvent d'ailleurs, oui, nous, on nous demande des efforts, alors que si demain des élus cumulent des mandats, ça fera autant d'appointements et nous, on n'a pas autant d'appointements. Voilà, il y a une distorsion, on sent qu'il y a une distorsion à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut montrer l'exemple finalement? Est-ce que les élus, en tout cas, lorsqu'on est Premier ministre, par exemple, est-ce qu'il faut montrer l'exemple? Après, je souhaiterais quand même préciser qu'il y a des notions d'écrêtement dans les indemnités d'élus et qu'on ne peut pas cumuler. Voilà, c'est pas cumulatif. C'est pas cumulatif. Mais c'est perçu comme ça. Mais c'est perçu comme ça, mais ça n'est pas le cas. Non, je crois que ça pose surtout le problème de ces personnes qui se croient être des surhommes ou des surfemmes et en capacité de pouvoir tout gérer, et quand on veut tout gérer des choses différentes, on le fait pas bien et on le sait, et que cette loi pour le cumul des mandats, ça a permis justement que chacune puisse se consacrer à 100% à la tâche à laquelle il a voulu prétendre en termes de fonction. Est-ce que si demain il y a une nouvelle censure, parce qu'on peut imaginer que ça arrive, ça va être assez difficile à gérer derrière parce que on a une grande fragilité et des institutions et du gouvernement. Est-ce que ça nous amène aussi à penser qu'on arrive au bout des institutions de la Ve République finalement? Est-ce qu'elle a fait son temps, la Ve? Bah écoutez, vaste question. Vaste question. On voit bien aujourd'hui que la tripartition de la vie politique française qui est aujourd'hui présente dans
dans l'Assemblée nationale redonne du pouvoir au Parlement, et c'est une bonne chose, et qu'à côté, les institutions de la 5e et ce rôle très important du président de la République et également du gouvernement, qui a l'initiative majoritairement des lois en France et non pas le Parlement, pose effectivement la complexité dans laquelle on est actuel. Donc effectivement, il va falloir repenser à nos institutions, mais nous n'en sommes pas là pour le moment, et il nous faut trouver une voie. Le président de la République aurait dû appelé depuis 2 fois en tant que Premier ministre un membre issu du nouveau Front populaire. Je le rappelle, quel a été l'enseignement de ces élections de juin. Il y a eu 2 messages passés par les Français. Premier message, c'est qu'on ne veut plus de cette politique. Deuxième message, c'était on ne veut pas du Rassemblement national. Et quelle était la coalition qui a été présente dans ces 2 messages? C'est le nouveau Front populaire. Donc on est sorti majoritaire en nombre de députés. Nous aurions dû être appelés. Le président de la République fait à chaque fois un choix différent. Il crée cette situation de blocage. Nous avions dit clairement comment nous allions pouvoir débloquer, nous l'espérions, la France. Ils ne le souhaitent pas. Nous essayons tout de même d'être constructifs et de faire que ce que nous avions proposé en termes de méthode, le Premier ministre actuel puisse mettre cette méthode en place, mais avec un vrai changement de cap politique, puisqu'il est hors de question de remettre l'Assemblée nationale aux mains du Rassemblement national. Vaste question, le fera-t-il pas? S'il fait le même choix que le gouvernement Barnier, aux mêmes causes, les mêmes effets. Voilà, donc une censure possible, une de plus, allais-je dire. Est-ce que le problème, finalement, on a entendu au sein du nouveau Front populaire, particulièrement du côté de la France insoumise, des voix pour dire, voilà, il faut destituer le président de la République. Il y a eu d'ailleurs le dépôt d'une demande de destitution qui n'a pas abouti. Mais est-ce que finalement, le problème, c'est Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron est clairement un problème. Il a mis la France depuis juin, mais avant, avec ses 6% d'endettement, dans une situation très compliquée. Après, la question de la destitution ou du départ d'Emmanuel Macron n'est pas notre question. Aujourd'hui, nous devons montrer la maturité justement de la vie politique française et de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça provoquerait aujourd'hui un départ d'Emmanuel Macron? L'Assemblée nationale, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, et elle restera jusqu'à sa dissolution, qui ne peut pas avoir lieu avant juin de l'année prochaine. Mais imaginons que même si on recalque des élections présidentielles après, aujourd'hui, qu'est-ce que donnerait prochainement l'Assemblée nationale élue? Ne se retrouveront pas dans la même configuration. Donc voilà, il y a une France fracturée finalement. Voilà, la France est fracturée. Donc aujourd'hui, à nous de créer les voies, à nous de créer également les conditions pour que l'élection présidentielle de 2027 permette à la gauche et aux écologistes d'arriver au pouvoir. Et c'est pas dans l'état actuel de la France que nous pourrons tout de suite arriver au pouvoir si nous ne travaillons pas ensemble à un projet pour la France. Alors on a entendu beaucoup les collectivités locales s'exprimer ces temps derniers. Elles sont très en colère, les départements en particulier, par rapport aux demandes que le gouvernement, les gouvernements ont faites d'économie pour essayer d'endiguer la dette. On a pointé beaucoup du doigt ces collectivités territoriales en disant, voilà, elles ne gèrent pas toujours très bien, etc. Ceci dit, on leur demande de plus en plus de choses avec de moins en moins de moyens. Est-ce que la ficelle ne va pas casser à un moment ? Déjà, dire que les collectivités territoriales gèrent mieux leur budget que l'État français. C'est quand même le premier renseignement que nous devons avoir. Et puis, les collectivités territoriales, c'est aujourd'hui les services publics de proximité. C'est aujourd'hui cette solidarité territoriale qui est présente. Et effectivement, l'État leur demande de plus en plus de prendre en charge finalement des transferts de compétences qui
qu'il a donné aux collectivités locales, et en plus leur retire des moyens, puisque la suppression, par exemple, de la taxe d'habitation, elle a été compensée à l'époque. Aujourd'hui, elle n'est plus compensée, et les collectivités territoriales n'ont plus, effectivement, aujourd'hui, des capacités de lever l'impôt et d'une indépendance budgétaire. Donc, ça ne peut pas continuer. On ne peut pas passer son temps à demander aux collectivités locales de répondre aux défaillances de l'État et en plus leur couper les moyens. Avec des collectivités territoriales, on pense à la région Loire-Atlantique qui prennent des mesures assez drastiques. La présidente de la région a décidé de couper dans les subventions finalement des associations et particulièrement des associations culturelles. C'est une mauvaise idée? Écoutez, nous avons deux régions proches, la région Bretagne et la région Pays de Loire, et on voit ce qu'aujourd'hui une région de gauche, quand elle a voté son budget dernièrement en Bretagne, quels choix ont été faits, et au contraire, ce sont les choix des services publics de proximité, de la solidarité, de la présence auprès du monde associatif qui ont été faits au sein de la région Bretagne. D'autant que les associations sont présentes, alors que ce soit culturel ou dans d'autres domaines, alors elles sont très en colère, on les a entendues s'exprimer très souvent ces derniers temps dans la presse et sur les ondes. Est-ce que lorsque l'on s'attaque à la culture, c'est un mauvais choix déjà? C'est un très mauvais choix parce que la culture fait se vivre ensemble. La culture, c'est également cette fonction de critique de la société dans laquelle on peut vivre, ce regard un peu décalé qui est aussi nécessaire. Et puis la culture, c'est ce qui fait rayonner la France. Et s'attaquer à la culture, c'est s'attaquer à ce qui fait même aussi l'identité de la France. Alors, je reviens au budget. Aujourd'hui, budget compliqué à mettre en place. Comment continuer à effectuer des missions, que ce soit au niveau de la France, que ce soit au niveau des collectivités territoriales? Comment continuer justement à faire rayonner la France, à investir, à développer dans un contexte de marasme économique? Vous allez dire que ce matin, Laurence Dufaux, je dresse un portrait bien noir de la situation française, mais il est réel cependant. Mais ce sont des choix politiques qu'il faut aujourd'hui faire, et le nouveau Front populaire a fait passer de nombreux amendements dans le cadre de l'ex-budget de 2025 qui était soumis, et ces choix, effectivement, c'était de se dire il faut rétablir un impôt de solidarité sur les fortunes qu'a supprimé Emmanuel Macron avec un volet climatique, puisque la question de la transition énergétique et écologique est présente. C'est la remise en place de l'exist tax, c'est la suppression des cotisations patronales sur 2 fois le SMIC, c'est aussi jouer sur les niches fiscales et réduire les niches fiscales qui existent en France. La fameuse optimisation fiscale. La fameuse optimisation fiscale. Donc des choix politiques peuvent être faits aujourd'hui pour redresser le budget de la France. Mais il faut savoir, il faut avoir le courage de les faire. Et aujourd'hui, on dit que ces choix doivent être faits du côté du capital et non pas du côté du travail et des Françaises et des Français qui n'ont que leur travail aujourd'hui pour vivre. Avec des alertes, justement, les Françaises et Français ont voté assez massivement pour le Rassemblement national lors des dernières élections. Est-ce que ça interpelle la gauche en règle générale, le Parti socialiste en particulier, sur cette alerte, sur finalement le fait de dire voilà, il faut renverser la table, il faut changer les choses, et pourquoi pas le RN? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète quelque part? J'ai posé la question à plusieurs intervenants, je voulais avoir votre avis là-dessus. Et évidemment, on ne peut être qu'alerté par ce vote aujourd'hui à partant en direction du Rassemblement national, mais qui est aussi un vote d'exaspération et de désespoir d'un certain nombre de nos concitoyens. Et ce qu'on sait de leur dire, c'est que vous vous trompez
en votant pour le Rassemblement national. Il n'est pas là pour répondre à vos questions et à vos envies de social. Parce que c'est aussi, ils pensent que voter Rassemblement national, c'est une réponse à leurs aspirations sociales. On le voit quand il s'agit d'augmenter le SMIC, quand le Rassemblement national n'est pas présent. Dès qu'il s'agit de faire certains choix sur le pouvoir, effectivement, de la répartition entre le capital et le travail, le Rassemblement national est toujours du côté du capital. Donc il faut regarder au-delà des mots. Quelles sont effectivement les orientations que porte le Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Et il n'est clairement pas du côté du social et clairement pas du côté des Françaises et des Français qui ont cette aspiration. Et puis détourner effectivement les problématiques en disant que la problématique en France, c'est la faute, tout est la faute des boucs émissaires que seraient les immigrés, c'est raconter n'importe quoi aux Françaises et aux Français. Donc, posons les vraies questions, construisons les vraies réponses. C'est à quoi on s'attelle et on souhaite s'atteler pour les élections de 2027. Mais également pour les élections futures municipales, puisque c'est aussi, on disait, ces services de proximité, cette solidarité au quotidien sur les territoires qui sont aussi présentes par notre collectivité territoriale. J'allais dire, ça oblige finalement la gauche, ça oblige le Parti socialiste, sous peine demain de peut-être voir arriver à l'Élysée Madame Le Pen ou Monsieur Bardella. Ça nous oblige, et évidemment, mais ça nous oblige tous à gauche, et nous en avons collectivement conscience à gauche et chez les écologistes. Alors justement, le programme se met en place déjà pour les municipales, hein, vous le disiez Laurence Dufaux, j'allais presque dire vous étiez en ordre de marche, n'allez pas y voir un vilain jeu de mots de ma part, mais c'est aussi une forme de retour de la gauche espérée, ces élections municipales. La gauche est déjà très présente dans le paysage, dans le paysage municipal, mais c'est effectivement pour nous des élections qui vont pouvoir encore permettre de cranter et de montrer que la gauche et les écologistes sont une solution aux aspirations de nos concitoyens. Alors, si demain la gauche revient au pouvoir, alors on va faire un petit peu d'anticipation, revient au pouvoir, quelles seraient les premières mesures à adopter justement pour essayer de sécuriser un peu, j'allais dire, ce qu'attendent les Français, sécuriser déjà le volet social, parce que c'est très important. Nous l'avons déjà clairement dit dans le programme du nouveau Fonds populaire. D'abord, des décisions sur les salaires, sur l'augmentation du SMIC et sur une conférence salariale. Des solutions pour nos services publics qui sont aujourd'hui dans un marasme. Hein, quand on voit la question de l'hôpital, ça ne peut que nous faire peur collectivement. C'est effectivement tous ces choix de solidarité, de remettre du pouvoir d'achat. De l'autre côté, ça exige une réforme fiscale et des choix fiscaux que je vous ai exposés et que nous conduirons évidemment. Et puis, c'est effectivement la place de la France au sein de l'Europe qui est également à renforcer, parce qu'on voit aujourd'hui que la France perd en termes de parole aujourd'hui au sein de l'Europe, et cette place de la France doit être reconstruite au sein de l'Europe. La parole de la France est amoindrie aujourd'hui au niveau de l'Europe, mais même sur la scène internationale, et ça c'est dommageable. Ça c'est dommageable. Hein. Nous avons un pays qui a joué aussi un grand rôle diplomatique et dans la résolution de conflits, dans sa capacité à parler à tout le monde. Et aujourd'hui, on voit que cette capacité a été amenuisée par Emmanuel Macron. Donc il faut que notre France renoue avec cette capacité diplomatique et de dialogue avec les uns et les autres. Alors la France, c'est aussi la France des territoires. On parle beaucoup de décentralisation aujourd'hui. On évoquait tout à l'heure les collectivités territoriales. Est-ce qu'il faut plus de décentralisation? Peut-être plus d'autonomie, j'ose le mot. Hein. Il a été beaucoup utilisé ces temps derniers pour pouvoir travailler et ne pas mettre les régions en concurrence, mais au contraire créer une forme d'émulation.
Nous sommes favorables à un approfondissement de la décentralisation, mais également de la déconcentration de l'État, avec, on le pense, quelque chose qui peut aussi permettre de réfléchir, c'est des expérimentations territoriales et de permettre effectivement un champ élargi d'expérimentation donné au territoire et en fonction d'une vraie évaluation de ces expérimentations, approfondir justement la décentralisation et la déconcentration. On a entendu beaucoup le président de la région, Loïc Chenet-Girard, s'investir sur cette voie aujourd'hui, alors que ce soit en termes de mobilité, on parle beaucoup du ferroviaire ici en Bretagne, mais au niveau de la solidarité, au niveau aussi du mieux vivre des Bretons, soyons un peu chauvins, permettez-le-moi ce matin. Est-ce que ce sont des voies justement à explorer? Vous parliez tout à l'heure d'expérimentation, est-ce que ce sont des voies à explorer? Ce sont effectivement tout à fait les voies à explorer. Ce sont aussi des voies, par exemple, sur d'autres voies et également sur les questions agricoles qui devraient être explorées. La région Bretagne a demandé à pouvoir porter une expérimentation dans le cadre du volet de la PAC, qui sont sur les aides qui sont à destination des agriculteurs et des agricultrices. Donc il y a des choses à penser, et que la proximité territoriale aujourd'hui peut permettre effectivement une meilleure prise en compte de certaines réalités. Il nous reste quelques secondes, Laurence Dufaux. J'avais envie de vous entendre sur un procès qui se termine, dont le verdict va être connu dans les heures qui viennent. C'est le procès de Mazan, des viols de Mazan, et de cette figure de Gisèle Pelicot, femme forte. Comment ça résonne aujourd'hui, alors qu'on sait qu'au Parti socialiste, les femmes sont nombreuses et sont engagées justement pour la cause féminine? Qu'est-ce que ça appelle comme commentaire de votre part? Comment ça résonne pour vous aujourd'hui? Écoutez, d'abord, saluer l'extrême courage de cette femme qui est vraiment un modèle pour nous toutes, d'avoir accepté l'ouverture publique de ce procès est un courage phénoménal. Nous attendons beaucoup du verdict qui va être prononcé, et nous espérons que ce verdict pourra aussi réouvrir la question du consentement, qui est la vraie question aujourd'hui en débat, et qu'elle pourra faire progresser la loi française sur la question du consentement, et le Parti socialiste prendra toute sa part également en termes de propositions sur cette question. Là aussi, il faut éduquer, il faut expliquer, il faut porter au devant de la scène, comme l'a fait Gisèle Pelicot, ces affaires qui sont toujours très complexes, très difficiles. Il faut expliquer, il faut dénoncer. Quand on parle de culture du viol, c'est malheureusement une réalité, parce que il n'y a pas d'éducation, parce que on ne parle pas de ces sujets, et qu'il est extrêmement important en termes d'éducation aussi sexuelle à l'école. L'école a tout son rôle à jouer en termes éducatifs sur ces questions-là, et on voit toute la complexité dès que l'école veut s'emparer de ce type de sujet. Il y a des oppositions. Il y a des oppositions qui se lèvent, alors qu'au contraire, nous sommes sur des questions importantes de société, et sur lesquelles le rôle du monde éducatif doit être extrêmement important, qu'il soit à l'école, qu'il soit dans les associations, mais qu'il soit aussi dans le cercle familial. Et peut-être au-delà, le monde politique pour légiférer. Et le monde politique pour légiférer, avec cette question du consentement qui doit être remis aujourd'hui au sein d'une loi, et doit être concrétisé. Laurence Dufaux, membre du Conseil national du Parti socialiste, première secrétaire du PS en Ille-et-Vilaine, était avec nous ce matin. Si vous avez entendu quelques toux hors antenne, eh bien c'était votre serviteur que la grippe n'a pas épargné. Merci infiniment, Laurence Dufaux, d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous, belle journée également. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.